Donc bienvenue pour ce troisième cours sur la grande accélération et les sciences pour l'Anthropocène. Alors on va attaquer aujourd'hui un gros morceau qui est la révolution industrielle, sur lesquels des centaines d'articles, sinon de livres, ont été écrits, donc c'est un petit peu intimidant. Et donc j'ai deux excuses. La première, c'est que je vais essentiellement donner des références qui vous aideront éventuellement à choisir les entrées les plus intéressantes pour vous. Et puis deuxièmement, je vais essayer de me limiter aux questions les plus pertinentes pour le rôle qu'ont joué les sciences modernes dans cette révolution industrielle. En gros, personne ne nie que les sciences expérimentales, les sciences modernes ont joué un rôle, mais quel rôle exactement, c'est pas vraiment évident. Et donc je vais discuter en essayant de mettre un peu en contexte quand même et montrer que c'est très compliqué et qu'il n'y a clairement pas de réponse simple. Mais au moins, en tout cas, vous compliquez un peu la vision que vous avez en commençant. Alors je commence quand même par résumer l'épisode précédent. Donc le dernier cours, j'ai montré comment Galilée avait relié les mathématiques ou l'idéal au monde via le laboratoire. D'accord? C'est-à-dire que, en gros, j'avais montré comment les mathématiciens grecs et Platon avaient imaginé un monde idéal où les mathématiques s'appliquaient, mais qui était a priori distinct du monde réel. Et cette idée-là est restée en gros en dormance pendant 2000 ans jusqu'à ce que Galilée, grâce au laboratoire et probablement inspiré par les instruments et par les machines qui ont été inventées à ce moment-là, suite au développement économique, au développement du capitalisme et des longs réseaux. Donc ça sera l'objet du quatrième cours, ce qu'on va appeler Engine Science. Donc comment est-ce qu'il a relié l'idéal au monde? Mais pour que ce soit vraiment développé jusqu'à, disons, la grande accélération, il fallait passer par la révolution industrielle. Et c'est ça que disons, de ça que je vais parler aujourd'hui. Alors je voulais quand même vous donner un élément que j'ai pas eu le temps de donner la dernière fois sur le rôle un peu plus large, au-delà de l'idéal, de la religion. Et donc ça, c'est un domaine que je ne connais pas très bien. Voilà, ça c'est le résumé du passage par le laboratoire. Alors, et le résumé qu'on donne John Dewey aussi dans La quête de certitude, je trouve que en deux phrases, il résume bien la chose. Il dit: les Grecs étaient de fins observateurs, mais leur erreur a été de prendre le matériau de la perception tel quel, sans chercher à le modifier radicalement avant d'entreprendre de le penser et de le théoriser. Donc ils étaient bien conscients des défauts de la perception directe pour la connaissance. Ils n'étaient pas naïfs, mais ils supposaient qu'ils pourraient corriger ces défauts par des moyens purement logiques ou rationnels. Alors que Galilée, ce qu'il va faire, c'est vraiment transformer le monde et donc brouiller ces catégories d'artificiel et naturel qui semblaient évidentes à Aristote. Et donc ce que j'avais résumé avec l'idée de dompter le tigre. D'accord? Et donc les mathématiques et en gros les connaissances transmissibles dans les réseaux technologiques, ce sont les connaissances domptées, les événements domptés comme le tigre. Donc pour compliquer un petit peu quand même cette histoire, il y a un rôle très important qui est joué par la religion et en gros l'idée de Dieu qui gouverne le monde de l'extérieur par des lois générales qui donnent confiance dans la possibilité de comprendre le monde avec la raison qui est en commun à celle de Dieu et des hommes. Donc Foucault a écrit pas mal de choses là-dessus, notamment dans Sécurité, territoire et population, donc son cours au Collège de France en 77-78, où il raconte comment on est passé d'une vision où Dieu gouverne pastoralement, il dit, c'est-à-dire que, en gros, il y a une nature peuplée de prodiges et puis Dieu intervient de manière un peu avec des miracles, de manière toujours individuelle. Et puis on passe à ce qu'il appelle l'épistémé classique et la physique de Galilée en une des manifestations, à l'idée que Dieu ne régit le monde que par des lois générales, des lois immuables. Et donc on peut connaître ce monde où règne la raison, qui est en commun la raison de Dieu et des hommes. Et donc qui a fixé pour toute quoi, alors on ne dit pas encore des lois, dit Foucault, mais des principes, et c'est le titre du livre de Newton, Les principes de la nature,
Et donc cette confiance à la capacité des individus de trouver des principes et des lois qu'on trouve chez Galilée, dans les dialogues de Galilée, très explicites et disons qui sera gravé dans le marbre de la philosophie par Kant ensuite au moment des Lumières. Il y a un autre texte qui est vraiment très intéressant de Louis Dumont sur l'individualisme. Il caractérise les chrétiens comme la communauté qui marche sur la terre mais a son cœur dans le ciel. Et je trouve que ça c'est assez évocateur. Vous voyez, en gros, les savants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vraiment être dans le monde, puisqu'ils vont le transformer, ça va amener la révolution industrielle, mais avec, en gros, leur pensée dans ce ciel des idées ou dans ce ciel mathématique. Et je trouve que Dumont, qui parle pas spécifiquement des sciences, mais il décrit disons un versant du christianisme qui me semble résonner pas mal avec ce que je vous racontais sur l'idéal. Donc il dit, voilà, les chrétiens, au lieu de trouver dans un autre monde le refuge qui nous permet de nous débrouiller tant bien que mal avec les imperfections de celui-ci, donc les chrétiens ont décidé d'incarner cet autre monde dans notre action décidée sur celui-ci, dans leur action décidée sur celui-ci, et Dumont dit, c'est un moment important pour l'artificialisme moderne, c'est-à-dire l'application systématique aux choses de ce monde d'une valeur extrinsèque et imposée. Donc non pas une valeur tirée de notre appartenance au monde, de son harmonie ou de notre harmonie avec lui, comme en gros la civilisation chinoise décrite par François Julien, on l'a vu, on le reverra, la Chine, va revenir très souvent comme une sorte d'autre et de pôle de comparaison, notamment pour la révolution industrielle aussi, parce qu'en gros c'est une civilisation qui technologiquement était aussi développée que l'Europe au moment de la Renaissance, et qui pourtant va avoir une grande bifurcation entre l'Europe et la Chine, et donc ça va servir de point de comparaison utile en fait, pour voir qu'est-ce qui est différent entre les deux systèmes qui explique peut-être leur destin différent. Et donc, Dumont dit effectivement une valeur enracinée dans notre hétérogénéité par rapport à lui. Donc cette hétérogénéité, c'est Dieu qui est transcendant, qui n'est pas dans le monde, qui est en dehors du monde, même s'il agit dans le monde. Et donc, Dieu a créé les humains à l'image de Dieu, et donc c'est cette capacité, comme je disais dans la diapo précédente, d'avoir une raison commune et de comprendre le monde. Et François Julien, dans l'ouvrage dont je parlais aussi la dernière fois, dans La naissance de l'idéal, je crois que c'est ça, il a une formule assez similaire qui me semble aussi intéressante, c'est que l'idéal est à la croisée de deux logiques, donc s'abstraire du sensible, mais en fonction, disons, la fonction de modèle de l'idéal, vous voyez ce mot de modèle qui est très polysémique, qui veut dire aussi ce qu'on doit imiter, mais en même temps c'est idéal, donc c'est jamais réalisé dans l'expérience, et ce défaut quelque part devient une sorte de force, c'est-à-dire que cet idéal éthéré est objet d'un investissement passionnel, et François Julien parle de cette fonction érotique en fait qui est déjà dans Platon, et ça m'a beaucoup, on va dire, fait penser à beaucoup de mes collègues physiciens qui voient en gros, voilà, qu'il y a une sorte de fascination et de jouissance à découvrir ces lois-là et de ce monde idéal, et je trouve que cette description est intéressante parce que, vous voyez, cet idéal-là, il cherche moins une conciliation, comme le dit Julien, s'il s'exacerbe lui-même sous leur poussée. C'est-à-dire que le fait que l'idéal soit en dehors du monde est donc jamais atteignable, mais ça vous pousse constamment. Et donc, la formule de Julien est parlante. De là vient qu'il sert de foyer d'incandescence jamais éteint de la pensée. Puisqu'il est toujours en dehors, c'est toujours le modèle, vous n'avez jamais pour pouvoir y arriver, mais il vous guide constamment. Et ça, c'est quelque chose de cette libido sciendi des physiciens notamment. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça vaut pour les autres, mais en tout cas, pour les physiciens, c'est vraiment très parlant. Et je trouve que ça complète bien cette idée d'idéal et de valeur extrinsèque hors du monde, mais qui guide quand même et qui nous fait transformer le monde, en fait. Voilà. Alors, donc ça, c'était pour clore la partie sur l'idéal. Si on en vient maintenant à notre énumération des causes sur la grande accélération, donc on a vu les 3 premières un peu rapidement la dernière fois, et aujourd'hui on va passer à la révolution industrielle, donc comment on peut l'expliquer.
Et on va essentiellement utiliser la référence de Joël Mokyr donc sur la République des lettres, et donc toujours avec la Chine en contre-champ, on va dire. Et puis évidemment, on passera ensuite à cette idée des synergies machine et de engine science. Mais voilà, la révolution industrielle pose quand même les bases, et notamment avec la machine à vapeur qu'on va regarder un peu de près pour comprendre comment ça marche concrètement. Alors le résumé de ce que je vais vous raconter, c'est en gros comment on est passé des sociétés traditionnelles, dont la norme de ces sociétés traditionnelles est le respect des anciens, on va dire, et puis au niveau économique, cette trappe malthusienne, qui est en gros la règle dans toutes les sociétés jusqu'à ce que Malthus la décrive, l'explicite, et à ce moment-là, c'est juste, il le fait juste au moment où elle n'est plus valable, en fait, ça qui est assez marrant. Et donc, je vais m'appuyer sur Culture of Growth de Joël Mokyr, et je vais ensuite le relativiser pas mal. Hein, mais voilà, ce qu'il raconte, en gros, c'est que la modernité s'est nourrie du rejet du passé, qui a été beaucoup aidé par des découvertes, entre guillemets. Donc, on en connaît tous un certain nombre, l'imprimerie, la découverte de l'Amérique, le télescope, enfin voilà, plein d'inventions qui, en gros, ont fait rejeter le passé parce qu'on montrait que les anciens s'étaient trompés, hein, j'y reviendrai, et qui ont fondé une sorte de fixation sur le futur avec l'idée de progrès qui est née à ce moment-là, et qui aujourd'hui, évidemment, voilà, si on est fixé sur le futur et qu'on a l'impression qu'on n'a plus de futur, bon, ça pose quand même un peu des problèmes à cette grande idée. Mais en tout cas, Mokyr dit que, voilà, une fois qu'on avait rejeté le passé, disons que ça s'était rendu possible aussi parce que la contestation était possible dans une Europe qui politiquement était morcelée, à l'inverse toujours de la Chine. Voilà, et si l'emblème du lien avec l'idéal c'était Galilée et Newton, eh bien l'emblème du lien entre, disons, de la révolution industrielle, c'est plutôt Bacon, et dont l'ouvrage majeur, donc Novum Organum, date de 1620, donc c'est juste, enfin, contemporain de Galilée, en fait, hein, qui va légitimer ce lien entre savoir et production, qui était méprisé jusque-là. Et d'après Mokyr, en fait, la clé de la révolution industrielle, c'est ni cette idée de science théorique et idéale, toute seule, en gros, qui était celle des Grecs déjà, mais qui n'avait pas mené bien loin, ni les inventions techniques toutes seules, qui en gros étaient déjà en Chine depuis très longtemps, mais une synergie entre les deux, en fait. Une synergie entre la technique et le savoir théorique, mais un savoir théorique d'un certain type, hein, qu'on va voir. Et donc, c'est ce feedback positif, en fait, cette rétroaction positive entre les deux, qui va faire émerger la grande accélération, et qui n'est présente, d'après Mokyr, qu'en Europe, et pas en Chine, et ça explique pourquoi l'Europe a décollé et pas la Chine. Mais c'est un processus qui est très long. Entre Galilée, Newton et Bacon, il s'est passé, et vraiment l'émergence d'une vraie synergie, il s'est passé après à peu près 2 siècles. En gros, jusqu'à ce que les sciences deviennent capables d'aller au-delà de la mécanique. Newton, c'est gentil, le système solaire, tout ça, mais en pratique, ça ne sert pas. Voilà, et Galilée, avec les bases de la mécanique, ça ne sert pas à grand-chose pour tout ce qui est déterminant pour les révolutions industrielles, par exemple la machine à vapeur. Okay. Et Mokyr conclut son livre, donc il date de 2016, hein, c'est pas très ancien, mais je trouve que c'est déjà un peu daté. Il dit, voilà, en gros, ce baconianisme, enfin, qu'il dit agressif, dans laquelle la nature est... on enquête sur la nature de manière agressive et on exploite toutes les régularités pour améliorer notre confort matériel est resté triomphant jusqu'ici. Voilà, il le donne sans aucune nuance. Et je trouve bon que c'est quand même aujourd'hui un peu daté, même si ça date d'il n'y a pas très longtemps. Bien, alors, tout ça c'est des très grandes questions, donc je vous donne quelques pistes seulement. D'abord sur le basculement qui a lieu au moment de la révolution industrielle. Donc il y avait eu à beaucoup de périodes précédemment, donc entre l'an 1000 et 1800 par exemple, plusieurs régions du monde qui ont connu une sorte de première modernité, avec de l'urbanisation, la centralisation des États, la croissance de la population, voilà, des mobilités sociales, etc. Donc Goldstone, dans un article assez connu, dit par exemple à la période Qing en Chine, en 1680-1780,
il y avait une croissance impressionnante sur une échelle bien plus vaste que le Royaume-Uni ou les Pays-Bas. Donc 20 fois la population, une croissance de la richesse x2, la population idem. Voilà, avec une structure économique complexe sur laquelle je passe. Mais comme toutes les autres efflorescences, enfin disons croissances, elle s'était heurtée à du feedback négatif, donc une rétroaction négative qui faisait que dès qu'on trouvait des mécanismes pour accroître sa prospérité, la productivité par exemple, eh bien il y avait la trappe malthusienne. En gros, ces ressources-là étaient mises dans la population qui croissait et qui accaparait ces ressources-là. Et donc la richesse par habitant restait à peu près constante. Voilà. Et donc en gros on restait, ça c'est la trappe malthusienne, dit Mokyr et Goldstone, parce que en gros la base technologique s'épuisait rapidement, donc la population consommait ce qu'on arrivait à produire, et puis voilà, on revenait à l'état d'avant. D'accord ? Vous vous rappelez, dans l'introduction, j'avais montré ce graphique où on voyait effectivement que la population, la richesse par habitant était vraiment quelque chose qui allait, venait, mais qui n'explosait pas de la manière dont ça a explosé en Europe. Il y a un problème, non. Donc les exemples qu'on donne, hein, c'est la croissance faible du PIB par tête qui est entièrement absorbée par la démographie. Donc par exemple, en l'an 1000, la Chine était le pays le plus technologiquement avancé de la planète, mais son niveau de vie en PIB par tête était aussi proche du niveau de subsistance que l'Europe, qui était en retard à l'époque. Un autre exemple, c'est l'importation de la pomme de terre en Irlande qui fait que la population a triplé entre 1750 et 1850, mais le PIB par tête n'a pas augmenté en fait. Et donc Malthus, juste au moment où, au début de la révolution industrielle, dit en fait la seule manière d'augmenter le PIB par tête, c'est l'abstinence. Donc c'est en gros produire, mais surtout pas se reproduire, reproduire la population, sinon on va consommer tout ce qu'on a gagné grâce à la croissance, à la productivité. Et donc ça montre que ce qui s'est passé en Grande-Bretagne et en Europe au XVIIIe siècle, c'est vraiment quelque chose de radicalement nouveau par rapport à cette trappe malthusienne et à ce que l'humanité avait connu jusque-là. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Eh bien, là, la Chine sert aussi de contre-exemple. Justement, Mokyr dit, en gros, en Chine, on avait ce respect des anciens comme on l'a eu pas dans toutes les civilisations jusque-là, où par exemple le mandarinat était forcé, en gros, les jeunes à apprendre les textes de base et qui conduisaient aux examens. Et donc il y avait une certaine uniformité des idées, alors que en Europe, comme il le dit, les vaches sacrées intellectuelles étaient de plus en plus conduites à l'abattoir des preuves, parce que, ben voilà, en gros, on est, disons, les anciennes hiérarchies et des rois ont été décapités, il y a eu des guerres de religion, etc. Et la science a commencé à devenir, en fait, ce qui donnait une sorte de sécurité intellectuelle et une promesse d'ordre. Alors, des exemples, il y en a plein de ces découvertes qui, en gros, ont montré que les anciens se trompaient. C'était voilà, l'émergence du télescope, du microscope, du thermomètre, du baromètre, de l'horloge, la pompe à vide, etc. Et Galilée, Hooke et Huygens, donc des grands noms de la révolution scientifique, étaient aussi des constructeurs d'instruments. Donc, ce qui était important, c'est que, par exemple, le télescope, c'est bien connu, a permis à Galilée d'observer la Lune et de voir que la Lune n'était pas incorruptible, comme le disait Aristote, et donc d'unifier un petit peu le monde supralunaire, et donc montrer qu'Aristote s'était trompé. De la même manière, on a découvert des continents nouveaux qui minaient la vision du monde qui était celle de la géographie classique. Aristote avait dit par exemple qu'autour de l'équateur, il faisait trop chaud pour survivre apparemment, et donc ça c'était reconnu comme une erreur aussi. On a montré aussi que le vide pouvait se faire, von Guericke, Boyle, Pascal, etc. On a montré que les orbites n'étaient pas circulaires comme on l'avait toujours affirmé, mais elliptiques. Les travaux sur l'anatomie humaine, enfin bon, vous connaissez tout ça, c'est assez bien connu, mais en gros ça a miné disons le respect et la vénération des classiques, et ça a instillé cette idée de progrès, et donc l'emblème, comme je le disais tout à l'heure, de cette idée de progrès, c'est Bacon.
donc qui est à cheval sur le XVIe, XVIIe siècle. Et en gros, les écrits de Bacon, même si en fait lui-même n'était pas du tout un bon savant, il avait aucune grande compétence, il connaissait pas très bien les œuvres importantes de l'époque, à Galilée, tout ça. Mais il avait une vision, c'est un homme politique quand même au départ, donc il avait une vision et en gros ça a servi de sorte de point de coordination pour ce mouvement qui prenait que la connaissance devait en fait apporter un confort matériel en fait. Mais que pour ça il fallait que on puisse organiser les connaissances et les rendre accessibles, et l'État devait, comme il disait, en gros sauver les inventions des inventeurs. Et donc il y avait tout ce mouvement-là de rendre la connaissance publique, entre guillemets. Alors ce qui, évidemment, vu d'aujourd'hui, ça peut sembler sympathique, mais à l'époque, les corporations, évidemment, n'étaient pas tout à fait d'accord. Et il faut bien voir que le résultat, c'est quand même que ces connaissances-là qui faisaient vivre, en gros, les corporations, se retrouver appauvris au profit en fait de ceux qui vont avoir ces connaissances et la circulation des connaissances des capitalistes, enfin ceux qui ont les moyens d'investir et de profiter de ce qui circule, un peu comme aujourd'hui, c'est plutôt les GAFAM qui profitent des données publiques en fait. Donc, n'empêche que, voilà, Bacon, hein, vous voyez, c'est quand même c'est 2 siècles avant la révolution industrielle, mais il a déjà cette idée qu'il faut que la connaissance soit profitable au sens bien-être et productive. Mais, bon, tout ça, c'était très prématuré. Donc, Newton, disons, le fait que Newton ait montré sur des phénomènes qui avaient quand même intrigué les gens depuis des siècles, d'accord, c'est-à-dire le mouvement des planètes, il avait montré qu'on pouvait vraiment trouver des lois qui résumaient tout ça, à donner de l'espoir d'essayer de trouver des lois dans d'autres domaines aussi. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il a fallu plus de 2 siècles, parce que les sciences développées par Galilée et Newton, et les premiers, étaient vraiment très réduite, en fait, leur utilité était très réduite, la cinématique, la mécanique, alors que la technologie avait vraiment besoin d'une compréhension de la chaleur et de la matière, et donc tout ça, ça ne viendra que bien après la machine à vapeur, en fait, enfin, à la suite de la machine à vapeur. Mais donc c'est plutôt une sorte d'idéal qui va conduire les gens à essayer de viser cette connaissance utile, que quelque chose de, disons, c'était prophétique ce que dit Bacon, mais c'était pas du tout prouvé à ce moment-là, en fait. Et donc, Mokyr le dit, mais en donnant assez peu d'exemples empiriques, en fait, dans son livre, même, que la clé, en fait, de la révolution industrielle, c'est ce feedback positif, et donc il suffit pas d'avoir des artisans qui sont ingénieux ou qui développent des instruments, parce que sinon ça aurait été, ce serait développé bien avant, parce qu'il y avait des artisans ingénieux qui développaient des instruments dans d'autres civilisations bien avant. Mais donc c'est ce mariage entre les sciences formelles, on va dire, et la production. Et donc là, on peut trouver des exemples là, comme Euler et Borda, donc c'est des noms des maths, mais qui travaillaient sur l'efficacité des roues à eau, des historiens comme Réaumur qui travaillaient sur les insectes et qui essayaient de comprendre comment on pouvait améliorer les cultures grâce à ça, ou Buffon qui travaillait aussi sur les propriétés du bois dans la construction navale. Et donc en fait, vu d'aujourd'hui où on a séparé cette recherche fondamentale et la recherche appliquée, à l'époque, en fait, tous les grands savants travailler, quand vous regardez les livres qu'ils ont publiés à l'époque, c'est en général dans des considérations vraiment basées sur des problèmes économiques ou des problèmes politiques. Même après, moi ça m'avait frappé quand j'étais tombé sur la démonstration par Poisson, donc c'est bien après, c'est 1800 et quelques, de la loi des grands nombres, qui est une sorte de loi de base des mathématiques et des statistiques. Si vous regardez où Poisson a publié ça, il a publié ça dans un bouquin sur la justice et comment déterminer la taille optimale des jurés pour les cours d'assises.
Et donc pour ça, il avait besoin, en supposant que chaque juré avait une probabilité P de se tromper, il avait besoin en gros de composer ces probabilités-là, et donc en gros il a sorti ses calculs de statistiques et il a inventé en fait les statistiques, mais vraiment à partir d'un problème très concret. Donc cette division entre les sciences fondamentales et les sciences appliquées est quand même assez illusoire. Et donc ça me fait penser, disons, cette présentation de Mokir, il y a quelque chose qui est beaucoup plus récent, mais qui est intéressant, donc un article de Michel Callon, sociologue des sciences, où il discute du rôle des sciences et de la recherche fondamentale, et il dit que la recherche fondamentale, donc c'est dans ce rôle de feedback, en fait, qu'elle a, c'est, en gros, d'explorer le monde de manière un peu, pas au hasard, mais enfin, de l'explorer de manière sans trop de freins, venu, disons, de la profitabilité des entreprises, du fait que les entreprises doivent se limiter en gros à explorer des choses déjà assez bien balisées pour rester rentable. Et donc, il voit la science comme une source de variété et qui va créer des nouveaux états du monde et qui, avec ça, en fait, va arriver à sortir en gros de minima locaux dans lesquels les entreprises restent bloquées parce que ils ont trouvé des niches qui sont profitables, mais où le progrès en fait, où la croissance stagnerait au bout d'un moment, et donc il faut en gros sortir de ces trucs-là en explorant un peu des pistes nouvelles, et la science fondamentale en gros a essentiellement ce rôle-là en fait, de recombiner des idées et d'explorer des pistes inédites dont 99% vont se révéler inintéressante de ce point de vue-là, en tout cas. Mais voilà, c'est ça que Callon voit comme rôle important, en tout cas pour la science côté production. Alors, je voulais, avant de passer à une critique de ce que dit Joel Mokir, qui est intéressant, je pense que cette idée de feedback est vraiment, il y a quelque chose d'intéressant à creuser là-dedans, mais que ça reste limité. Je voulais quand même regarder un exemple concret, parce que je me suis posé la question, cette machine à vapeur qui est vraiment l'emblème de la révolution industrielle, comment ça marche concrètement? Et voilà, donc il y a des histoires de la machine à vapeur, il y a des centaines d'articles là-dessus, j'ai essayé de faire un petit résumé. Donc, en gros, le problème de l'Angleterre, c'était qu'il y avait, peu de régions de montagne, en gros, où il y avait des cours d'eau pour alimenter les roues à eau. Disons, il y en avait, on va voir à relativiser ça après, mais en tout cas, il y avait aussi une perte de la couverture forestière parce que voilà, la population croissant, on prenait des terres pour l'agriculture. Mais en Angleterre, il y avait beaucoup de charbon, voilà, et ça va jouer un rôle très important parce que ça va devenir vraiment l'énergie de base de toute la révolution industrielle, mais il y avait un problème, à fur et à mesure qu'on exploitait le charbon, on allait devoir le chercher de plus en plus profond et c'était envahi par de l'eau et donc on devait pomper l'eau pour continuer à trouver à prendre le charbon. Newcomen, donc, qui a connaissance quand même de travaux scientifiques d'avant, c'est-à-dire, vous savez, il y avait Boyle avant qui avait créé cette pompe à vide, l'idée de vide et de l'élasticité de l'air et du vide était quelque chose qui venait de la science fondamentale quelque part et qui était connu dans les cercles newtoniens, dans cette culture commune qui était en partie imprégnée de Newton et de sciences fondamentales. C'était dit, si on arrivait à créer un vide dans une chambre qui contient un piston, à ce moment-là, la pression de l'air pousserait le piston dans la chambre, et ce mouvement du piston pourrait être utilisé pour actionner une pompe. D'accord ? Les pompes étaient connues depuis longtemps, mais en fait, ce qu'on cherchait, c'était un moyen d'actionner ces pompes-là de manière automatique, en tout cas avec de l'énergie venue d'ailleurs que de chevaux ou d'hommes, en fait. Alors, donc comment il va faire ? Eh bien, en fait, il va créer, et on va voir une petite vidéo derrière, donc c'est pour créer ce vide, on va remplir une chambre de vapeur et refroidir la vapeur. Donc la vapeur, en se refroidissant, le volume va diminuer et à ce moment-là, ça va créer un vide. D'accord ? Alors c'est très inefficace au départ. C'est moins de 1% de l'énorme quantité d'énergie technique nécessaire pour créer la vapeur et pour déplacer l'eau dans et hors du cylindre est disponible sous forme d'énergie utilisable. Vous vous rendez compte ? Donc il n'y a même pas 1% de l'énergie du charbon qu'on met dedans qui sert à remonter l'eau. D'accord ? Mais on a quand même les prémices de quelque chose qui n'existait pas vraiment avant, c'est la conversion d'une forme d'énergie, la chaleur, en une autre, un mouvement. Donc voilà, vous avez l'énergie du charbon qui commence à se mettre en mouvement quelque part et sur une base régulière et fiable. Et on verra l'importance de ça après.
Et quelques décennies après la première installation de Newcomen, donc en 1712, il y avait plus d'une centaine de ces moteurs qui fonctionnaient en Grande-Bretagne. Donc comment ça se fait? Eh bien, il va y avoir des améliorations techniques. Et donc là, on peut voir, alors j'espère que je vais arriver à faire la petite manip. Hop. Et donc j'ai trouvé ça... donc c'est un petit bout d'un documentaire. Forgeron et bricoleur, en 1712, Thomas Newcomen avait mis au point une première machine atmosphérique opérationnelle. Son but, améliorer le rendement des pompes à eau dans les puits de mine, afin de pouvoir creuser des galeries plus profondes. Le principe de cette machine, de la vapeur préparée dans un chauffe-eau, est admise dans un cylindre. La pression de la vapeur et le poids de la tige de pompe relèvent lentement le piston dans le cylindre. L'admission de vapeur est arrêtée. On injecte de l'eau froide pour condenser la vapeur. Le volume diminue rapidement. Conséquence, la dépression dans le cylindre et la pression d'air agissant du haut font lentement descendre le piston jusqu'à sa position initiale. L'eau est évacuée du cylindre et le même processus recommence. Et donc ça, c'est relié évidemment à... Vous voyez, bon, c'est relié à une machine qui va monter et descendre de l'autre côté, quoi, okay, qui va pomper. Au début de l'opération, le piston touche le fond du cylindre. L'admission de vapeur engendre une pression qui, associée au poids de la tige de pompe, relève le piston exactement comme chez Newcomen. Donc vous voyez, le problème, c'est super inefficace parce que vous êtes obligé de tout refroidir et ensuite de tout réchauffer, tout refroidir, tout réchauffer. Et donc Watt va trouver une astuce, en fait inspirée aussi par des artisans et par, vous voyez, c'est une sorte de bain de sciences techniques, etc., qui se crée en Angleterre à ce moment-là, avec des gens qui sont capables de fabriquer des trucs comme ça en métal. Voilà, c'est pas trivial, hein, okay, il y en a plein qui ont explosé, enfin bon. Puis, l'admission de vapeur est fermée. On ouvre un conduit au deuxième cylindre, le condenseur. Le refroidissement de la vapeur crée une dépression qui, combinée à la pression de l'air, fait redescendre le piston. Ensuite, on referme le conduit ou condenseur, rouvre la soupape côté vapeur. Le processus reprend sans qu'on ait eu besoin de refroidir le cylindre à vapeur. Voilà, c'est ça la clé du truc, c'est qu'on n'a pas besoin de tout refroidir, on a juste besoin, on a un petit condenseur ici où on va évacuer les trucs, refroidir ici et tout va se passer, voilà, de manière beaucoup plus efficace en fait. Watt, lui, planche déjà sur d'autres innovations. Il veut améliorer le rendement de sa machine pour lui ouvrir de nouvelles applications industrielles outre le pompage. Il met au point la machine à effet double. Dans le cylindre qui reçoit la vapeur, le piston descend. L'idée de Watt, cette poussée motrice de la vapeur agira vers le bas et vers le haut. Il bloque l'adduction de vapeur en haut et ouvre celle du bas. Cette deuxième poussée motrice de la vapeur pousse le piston vers le haut. Et pour que la vapeur qui s'y trouve ne vienne pas gêner le mouvement, le blocage de l'adduction de vapeur du haut ouvre simultanément l'accès au condenseur. C'est un va-et-vient incessant. L'adduction de la vapeur est ouverte en haut, fermée en bas. La vapeur excédente évacuée dans le condenseur. Watt a trouvé le moyen d'exploiter alternativement les deux poussées descendantes et montantes. Une notable amélioration du rendement. Outre l'action de pompage d'eau dans les galeries de mine, la machine à double effet remplace efficacement roues hydrauliques et éoliennes et peut donc actionner d'autres machines. Car ce va-et-vient du piston peut aussi générer un mouvement rotatif. Watt y pourvoit en inventant l'engrenage planétaire qui porte son nom. Donc, c'est
évidemment, le but n'est pas voilà, de sachiez refaire une machine à vapeur tout de suite, mais vous pouvez re-regarder derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vous montre en fait qu'il y a vraiment des trucs concrets et qu'il faut s'inspirer enfin, de choses qui ont été trouvées par d'autres et que ça suppose quand même plein d'astuces et d'une communauté en fait d'ingénieurs et de fabricants d'instruments. Voilà, c'est pour vous montrer ça, je pense que voilà, et par curiosité aussi pour savoir comment marchait cette fameuse machine à vapeur. En tout cas, une fois que cette machine à vapeur a été trouvée, disons la Grande-Bretagne, il y avait ce qu'aucune nation sur Terre n'avait à ce moment-là. Et pendant en gros une génération, un moyen bon marché et fiable de convertir l'énergie thermique du charbon, et l'Angleterre avait énormément de charbon, en un mouvement rotatif uniforme. Et donc, vous voyez, tout ce qui était processus de fabrication, de transport et de broyage, eh bien en fait, qui était limité parce que c'était fait par la force motrice animale, humaine, éolienne ou hydraulique, va devenir beaucoup plus flexible et beaucoup plus faisable en fait. Et donc ça, dans les chemins de fer, dans les navires à vapeur, dans les filatures, ça va ouvrir le monde à l'industrie et évidemment au commerce et à l'armée aussi britannique. Hein. Et donc l'Empire britannique est évidemment en grande partie venu de là, mais il faut savoir qu'il y a eu à l'époque beaucoup de luttes contre l'implantation de ces machines à vapeur et que l'histoire est bien plus compliquée. Je vais juste amorcer cette discussion derrière, juste pour vous montrer sur ce cas-là un feedback, quand on appelle feedback positif entre théorie et pratique dans la machine à vapeur, en gros c'est quoi? Ça serait que pour créer la machine à vapeur, eh bien, il faut avoir conscience et disons, il faut penser à cette idée de force élastique du vide. C'est-à-dire que quand vous créez un vide, eh bien, en fait, tac, il y a quelque chose qui peut produire de l'énergie, enfin, ou de la force en tout cas. Et il faut évidemment aussi avoir tout un système technique qui vous permet d'avoir les métaux qui permettent de faire ça. Mais une fois que vous avez la machine à vapeur, qui est quand même essentiellement, même si ça s'est nourri d'éléments scientifiques, a été faite par des ingénieurs de manière assez heuristique en fait, d'accord? Il n'y a pas vraiment, disons que la science de la machine à vapeur est née bien après, d'accord? Et ça c'est quelque chose qui est plutôt général dans l'histoire des sciences, c'est-à-dire qu'en gros on tâtonne, on fait des trucs et on les explique bien après. C'est rare que la théorie soit à l'origine en fait, ça existe mais voilà. Et donc c'est Carnot, si vous regardez le livre de Carnot, Sadi Carnot qui fonde la thermodynamique, il le dit très explicitement, l'importance économique des machines à feu demande qu'on sache d'où vient leur efficacité et en fait il va montrer que l'efficacité de ces machines-là dépend pas du fluide que vous utilisez, mais de la différence de température entre la source froide et la source chaude, vous voyez la chambre et puis le condenseur. Et il dit que c'est ça qui donne l'efficacité. Et donc le rendement de la machine à vapeur va dépendre de ça, qui n'est pas du tout trivial a priori. D'accord? On pourrait imaginer que ça dépendait du fluide que vous utilisiez, des pressions, etc. Et ça, au départ, ça va pas être très intéressant au niveau théorique, mais les constructeurs de machines à vapeur géantes qui essayent de faire des trucs de plus en plus puissants vont se servir, et c'est eux qui vont faire tourner les écrits de Carnot et vont les faire connaître. Et donc, vous voyez qu'il y a ce feedback positif, le fait d'avoir une nouvelle technologie vous génère des phénomènes nouveaux, vous essayez de les rationaliser, de les systématiser et avec ce type d'approche scientifique, et ça sert à faire des nouvelles machines. Et on pourrait, même si c'est assez peu étayé empiriquement par Mokir dans son livre, je pense qu'on peut trouver d'autres cas, et c'est quelque chose d'assez intéressant, je pense, mais qu'il faudrait étayer un peu plus, vraiment de manière très empirique et très détaillée, en fait. Alors, j'emprunte ici à un collègue qui s'appelle Julien Carré, qui est à Toulouse. Il montre, par exemple, ici, de manière plus large, comment, quand on a plus des mécanismes de feedback, pardon. Donc, quand vous avez plus de machines à vapeur, évidemment, vous avez plus de coke, de coke au sens, charbon et minerai. Pourquoi? Parce que quand vous avez plus de machines à vapeur, vous pouvez extraire plus facilement l'eau des mines. Vous pouvez remonter ce charbon-là, vous pouvez le transporter avec des locomotives, vous pouvez ventiler les mines, et tout ça, ça génère plus de facilité pour produire du coke. Si vous avez plus de coke, vous pouvez plus faire de métaux, et donc vous avez un autre feedback qui vous dit plus de machines à vapeur, ça vous donne plus de machines à vapeur, parce que si vous avez plus de machines à vapeur grâce à ces trucs intermédiaires qu'on a vu après, vous faites des laminoirs à vapeur, donc vous pouvez mieux travailler les métaux, des métaux en plus grand nombre et plus résistants.
vous faites des marteaux pilons, etc. Et donc, vous pouvez fabriquer en série des grosses pièces, et donc vous avez plus de machines à vapeur, plus fiables, et voilà. Et donc, vous avez des feedbacks positifs comme ça qui se créent, qui sont vraiment importants pour expliquer ce décollage. Et donc, on pourrait prendre notamment aussi quelque chose qui n'est pas très connu, mais qui est très important, qui est toute la révolution des machines-outils, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui a donné un avantage fort à la Grande-Bretagne, disons, la première moitié du 19e siècle, parce que, voilà, pour développer des outils, en gros, qui servent à fabriquer les machines elles-mêmes, d'accord? Et en série et de plus en plus fiables. Donc ça, disons, au lieu d'avoir du cuivre qui s'use très rapidement, si vous voulez avoir de l'acier qui dure longtemps, ben, il faut des machines plus puissantes, etc., etc. Donc voilà, je pourrais lire ça dans les diapos. Mais c'est vraiment, voilà, ça vous donne une idée de tout le système technique qu'il faut pour arriver à la révolution industrielle. Alors, tout ça, c'est une histoire, bon, conceptuellement qui est intéressante, et je pense qu'il y a du vrai là-dedans, mais il faut quand même beaucoup nuancer ça. Donc, les raisons que donne Mokyr de la grande accélération, je les rappelle d'abord, c'est cette république des lettres, cette contestation possible, voilà, ce dialogue, et voilà, tout ça, c'est bien gentil. Et le fait de synergie entre machines, les artisans qui sont compétents et respectés parce que voilà, Bacon a fait son travail et il y a des liens forts entre les théories et les savoir-faire. Mais c'est quand même, bon, à la fois réducteur et idyllique, c'est-à-dire réducteur parce que Mokyr parle pas trop d'autres facteurs dont on a un peu parlé, c'est-à-dire l'urbanisation, l'imprimerie et cette importance de l'individualisation et de la société naissante, et un peu idyllique parce que il y a beaucoup d'autres facteurs que cette jolie Europe, disons, qui dialogue et qui n'est pas conservatrice comme la Chine, et des facteurs qui ont objectivement, disons, sont intervenus dans cette révolution industrielle, donc l'État, le capitalisme, le colonialisme, et je vais vous donner ici quelques éléments critiques quand même dans les minutes qui restent. Et il y a une question centrale, je pense, sur laquelle on reviendra au prochain cours, qui est quand même comment est-ce qu'on peut capitaliser et centraliser, donc dans des centres de calcul, dans des centres de pouvoir, le monde, l'absorber, le digérer, et voilà. Et ça, c'est une question qui va être commune au capitalisme, au développement de l'État et au développement des sciences, en fait. Dans Les Vues de l'Esprit, qui est un des premiers articles de Latour, qui est très intéressant, j'y reviendrai après. Il dit, en gros, comment comprendre que science et capitalisme aient fait si bon ménage depuis si longtemps. En gros, ce qui se passe, c'est que les deux doivent répondre au même problème, c'est comment capitaliser, en fait. Comment prendre le monde sous forme d'information, le ramener dans des centres, le combiner un peu mieux, et puis redispatcher tout ça. Alors, très rapidement, un article qui est intéressant de Goldstone qui s'appelle « The Rise of the West or Not ». Donc, en gros, il dit que l'Europe n'était pas destinée à dominer le monde du tout. En fait, c'était une province arriérée du monde au XVIIIe siècle. En gros, c'était des Vandales capables de conquérir des grandes cultures qui étaient le monde chinois notamment et les autres mondes sans aucun scrupule. Et en gros, il y a eu un accident, une conjonction de trucs qui ont fait que voilà, la révolution industrielle est née à cet endroit-là. Donc, il dit « a very accidental combination of events ». D'accord? Alors, cette very accidental combination, c'est quoi? C'est le fait que il y a eu en Angleterre, en fait, une sorte de truc religieux un peu bizarre qui s'est passé, qui a fait que on a toléré certaines sectes religieuses, et il se trouve que ces sectes religieuses-là ont pris Newton comme emblème, et ça a donné une légitimation à Newton, alors qu'en gros, il y avait quand même un mouvement global en Europe pour museler toute contestation. Et bon, donc c'est un article, bon, je trouve qu'il exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas, c'est assez intéressant parce qu'il vous montre une vision nettement, un peu, disons, excentrée de l'Europe, et je trouve que c'est assez stimulant quand même. Donc, vous pouvez regarder ça. Je vais pas passer trop de temps, mais ça vaut le coup. Donc, quand je dis que c'est plus compliqué, quels sont les autres ingrédients? Donc, je parlais d'urbanisation qui fait que, voilà, vous aviez en Europe, mais pas que en Europe, hein, mais donc la population en croissance, des échanges qui ont été multipliés, des regroupements densifiés, des fonctions différenciées, et que, bon, pour Foucault, on ne pouvait pas gouverner une telle société par la loi venue du haut, avec une sorte d'aura sacrée. Donc ça participe du mouvement de contestation. Donc ça, Mokyr en parle, hein, et donc il y a l'imprimerie aussi.
j'avais noté, c'était intéressant, Galilée, par exemple, a été très inspiré par Euclide, et Euclide, il le lit parce qu'il était sorti, donc jeune, il le lit parce qu'il y avait une traduction italienne bon marché qui était sortie en 1565. Et ça, c'est ça qui lui a permis de lire Euclide, sinon peut-être qu'il n'aurait pas lu Euclide, et bon, on ne sait pas ce qui se serait passé. Bon, quand je parlais de colonisation et navigation, donc qui dit colonisation dit navires qui vont loin et qui doivent revenir, d'accord, toujours pareil, c'est-à-dire vous devez partir du centre de la colonie, aller ramasser des choses, mais pouvoir revenir aussi, et donc ça, il faut que vous vous guidiez sur mer, haute mer, et ça c'était très compliqué, donc il y a plein d'instruments de la navigation qui ont été développés dans un but purement disons, de favoriser la colonisation. Et ces instruments-là ont joué un rôle vraiment important dans cette communauté d'artisans qui va, en gros, produire la machine à vapeur et tous ces instruments-là. D'accord ? Donc ça, en gros, la Chine n'a pas colonisé, n'a pas développé cette navigation au long cours. Et voilà, certains y voient aussi une différence importante avec l'Europe, voilà, disons, la colonisation a servi à ça. Alors, la colonisation a servi à beaucoup plus d'autres choses que ça, évidemment, notamment via l'esclavage et la plantation, c'est quand même tout ce qui est le développement des plantations et du même moment. Alors ça a permis évidemment à l'Angleterre d'avoir les produits des colonies et donc en gros développer des artisans et tout ça qui ne devaient plus être, enfin, n'avaient pas à être nourris seulement avec ce qui poussait en Grande-Bretagne ou les usines avec le coton. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut quand même pas oublier. Et certains proposent, vous savez, d'appeler l'époque actuelle pas l'Anthropocène, ni même le Capitalocène, mais le Plantatiocène, enfin dont les noms divergent, mais en tout cas, en gros avec l'idée que les plantations, c'est-à-dire le fait qu'on va faire dans les îles, donc dans les Caraïbes, des monocultures, où on va transformer des paysages en des champs de culture, donc au détriment de la biodiversité, qu'on va exploiter les ressources, y compris les esclaves. Et certains voient dans l'esclavage et dans ces plantations les modèles des grandes usines à venir, en fait. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus discuté. Et puis, il y a aussi le rôle de l'État avec cet appareil de contrainte. Donc, notamment, Marcel Gauchet, dans le Désenchantement du monde, insiste pas mal là-dessus, du fait que l'État va faire passer la logique économique en gros de la subsistance locale où chacun produit de quoi subsister par ce développement de grands réseaux et d'étatisation du monde, voilà, de l'accumulation et le dégagement de surplus, et qu'il va faire entrer le monde dans l'âge de l'efficacité, c'est-à-dire cet effort systématique pour accroître et approfondir la prise qu'on a sur le monde, et ça c'est quelque chose qui va être important dans les cours dans les 2 cours à venir. Voilà, donc c'est juste pour dire que voilà, cette idée d'Europe qui donne lieu à la discussion ouverte, etc., c'est bon, il n'y a pas que ça, en tout cas, qui explique la révolution industrielle. Et il y a aussi un livre vraiment important qui est d'Andreas Moll qui s'appelle Le Capitalocène et qui montre justement, qui complique aussi l'histoire, qui montre que si la machine à vapeur a été adoptée, en fait, c'est pas tellement parce que les prix étaient... les économistes disent, oui, les prix de la machine à vapeur étaient plus bas par rapport aux roues à eau qui faisaient tourner les filatures. Donc, ils montrent que c'est faux. Ou alors, ils disaient, oui, c'est qu'on avait besoin quand même de plus de sources d'énergie et que, en gros, les rivières avaient déjà été occupées, donc il fallait développer des usines ailleurs. En fait, Malm montre que non. En fait, les historiens ont montré qu'il restait plein de places disponibles dans les rivières encore à l'époque. Mais ce qui se passe, hein, l'essentiel de l'argument, c'est que les machines à vapeur donnaient de l'énergie que vous pouviez placer n'importe où, en fait. C'est-à-dire que la machine à vapeur vous permettait de créer une sorte d'espace et de temps abstrait où vous pouviez produire à n'importe quel moment et à n'importe où. Alors que si vous vouliez développer des usines avec des roues, il fallait vous installer près des rivières. Et près des rivières, le problème, c'est que c'était pas dans les centres où vous aviez des ouvriers qui étaient prêts à travailler 14 heures par jour. Et surtout, les paysans qui habitaient vers les cours d'eau, eh bien, en fait, dès que les champs les demandaient, ou etc., enfin voilà, c'était pas de la main-d'œuvre disciplinée et ça collait pas, quoi, avec le travail en usine qui, suite à la concurrence, devait être vraiment optimisé, en fait. Donc, il montre que la machine à vapeur a battu les roues hydrauliques pour des raisons sociales, en fait, et pas juste pour de l'efficacité. Disons que c'était lié à tout le réseau du capitalisme naissant. Alors, je ne vais pas avoir vraiment beaucoup de temps pour vous montrer aussi que, parce que sinon, je vais trop dépasser, mais
il y a un ouvrage aussi très intéressant de Mary Mead qui s'appelle Science as Salvation, où elle réanalyse tout ce mythe de Bacon et de la révolution scientifique de manière très critique et très intéressante, où en gros elle montre que c'est une phrase de Boyle lui-même, de Boyle et de Bacon, tout ça, ça marche un peu ensemble, qui disait, grâce à cette révolution scientifique et à la révolution mécaniste, et une vision mécaniste du monde, on va avoir vraiment ce qu'on appelle une naissance d'une vision, enfin, d'un temps masculin. En gros, et donc ça c'est une formule de Boyle lui-même, donc en gros, la nature était vue comme une sorte de femme séduisante mais pernicieuse, donc dont il fallait percer les secrets sans se laisser aller trop aux sentiments, alors sauf, comme dit Megley, au sentiment d'un ordre parfait de la nature que, en fait, peu de faits attestés en dehors de quelques découvertes en mécanique, en fait. Et donc on va essayer de juger que toutes les propriétés qui étaient autrefois jugées mystérieuses ou en gros qu'on révérait dans la nature, ça ne devait plus être attribué à des propriétés merveilleuses de la matière, mais à cette toute-puissance créatrice de Dieu, grand horloger des mécanismes du monde. Et cette vision-là mécaniste où on pouvait en gros faire ce qu'on voulait à la nature a été aussi très importante pour, disons, pour la révolution industrielle et l'appropriation du monde, si vous voulez. Hein. La formule exact, c'est donc de Bacon et Boyle, c'est les hommes doivent faire la paix entre eux pour se tourner avec des forces unies contre la nature et les choses de la nature pour prendre d'assaut et occuper ses châteaux et ses forteresses, et c'est ainsi que les scientifiques réaliseraient la naissance vraiment masculine du temps, par laquelle ils soumettraient la nature et tous ses enfants pour la lier à leur service et en faire leur esclave. Et donc il y a tout un, Megley analyse très bien, voilà, ce mythe moderne en fait, et comment il est né à ce moment-là, un peu loin de cette vision un peu idyllique de Bacon qui donne une vision un peu moderne et idyllique des discussions et tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Alors, je pense que, je vais résumer et annoncer ce qu'on va faire au cours 4. Donc, Moquer a une vision, je pense, intéressante, mais donc un peu idyllique, donc, de la révolution industrielle comme une rétroaction positive et explosive, en fait, entre l'ingéniosité artisanale et le savoir théorique formel. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle les sciences expérimentales. Et il y a une image intéressante qui est de dire que, en gros, c'est une sorte d'explosion contrôlée, ce truc-là. Vous voyez, un feedback positif, c'est quoi? C'est, par exemple, une réaction en chaîne. Hein. Donc, ce qui donne une réaction nucléaire, c'est un truc où un neutron un noyau qui est en fission, émet des neutrons, et donc ça fait une réaction en chaîne, et il y a quelque chose de cet ordre-là, d'une sorte d'explosion plus ou moins contrôlée. Alors, c'est clair qu'il y a des éléments là-dedans qui sont vraiment intéressants, mais cette idée de domination sur un monde mécanique manipulable sans trop de scrupules a à voir aussi avec cette vision de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas en Chine non plus. Et le colonialisme et cette philosophie mécaniste et le développement des États. Donc vous voyez, c'est quand même un phénomène assez complexe qui a à voir aussi avec la perte d'autorité, cette autorité qui viendra des sciences mécaniques, qui vient bien au-delà d'une sorte de rationalité qui se fierait seulement à des explications rationnelles et mécaniques simples. Donc il y a à voir avec le christianisme, comme on l'a vu, avec ce lien idéal et ce lien presque érotique avec l'idéal inatteignable et toujours qui pousse à avancer. Mais donc ce qu'il faut creuser pour aller un peu plus loin, c'est cette idée donc ce qu'on va faire dans le cours 4, c'est cette idée de science expérimentale et de feedback positif et de engine science, c'est-à-dire de nature qui va être capturée dans les machines et machinée quelque part, parce que le mot existe en français, même s'il n'est pas très utilisé, donc machinée, transformée jusqu'à révéler ses secrets, donc en gros parler ce langage formel et devenir reproductible. Et donc c'est, en gros, grâce à ces engins et ces machines qui viennent aussi de la révolution industrielle, qu'on va réussir en fait à créer ces circuits longs, fiables, qu'ils soient économique ou aussi épistémique, d'accord? Et c'est ça qu'on va regarder ensemble dans le prochain cours. Voilà, on arrête pour pouvoir prendre un petit moment pour la discussion.